Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du Bouillon Ludique. Alors ce soir est une émission un peu spéciale, nous allons faire notre liste de Noël et pour cela je suis accompagné de mes 4 chroniqueurs préférés dont fait partie notre cher Mapo. Bonsoir Mapo. Bonsoir. Ensuite nous avons Marine. Bonsoir Marine. Oui, bonsoir GameStef, bonsoir l'équipe. Notre troisième chroniqueur est Dice. Bonsoir Dice. Bonsoir GameStef, bonsoir à tous. Et ensuite, le dernier chroniqueur qui m'accompagne sur cette émission, c'est Jedice. Bonsoir Jedice. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous avez préparé vos petites listes de Noël. Ouais, les lettres au Papa Noël sont prêtes. Ouais. Toujours, j'ai ma wishlist, mais personne la regarde jamais, mais bon. Si on la regarde, on la coche pas par contre, mais on la regarde. Moi, je la donne pas, elle est trop longue. Le Père Noël, il a pas assez de ça. T'as prévu la ramette, c'est ça? Ouais, c'est ça. Passons tout de suite à notre première catégorie, la catégorie Minicube, qui correspond à la gamme enfant. Et je vais laisser commencer Marine par cette catégorie. Ah, j'étais pas prévenue que j'allais commencer. Du bah. coup, bon, eh bien, une petite entrée avec je trouve un inconditionnel qui va pour tous les publics, hein, c'est Unlock. Tous les ans, on nous ravit de nouveaux scénarios, donc super. Je pourrais le mettre dans toutes les catégories pour tous les âges, hein. Mais cette année, ils ont fait une petite nouveauté avec un Unlock spécial pour les enfants qui s'appelle Unlock Kids. Est-ce que vous l'avez testé? Non, pas celui-là encore. Alors, C'est moi, juste je qu'il n'y a l'ai pas pas d'affiche, testé, quoi. mais c'est vrai que sur le papier, l'idée me semble vraiment très intéressante, quoi. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas forcément et je trouve que c'est pas mal. Faut voir le niveau de difficulté par rapport aux enfants, je sais pas. Ouais. C'est une bonne idée, en tout cas. Les unlocks, c'est toujours une valeur sûre, donc faire un unlock spécial enfant, il y a pas de raison que ce soit mauvais normalement. Clairement, oui, clairement. Ah non, c'est vraiment l'opportunité, voilà, de pouvoir jouer avec les enfants. Enfin, c'est puis je sais pas, la boîte a encore des graphismes super mignons et c'est moi je suis vraiment impressionnée de la façon dont tous les ans ils arrivent à nous proposer des scénarios qui fonctionnent sur la même trame mais avec des mécaniques complètement différentes et ils arrivent à chaque fois à nous surprendre. Donc personnellement, je suis vraiment ravie et histoire de rester juste sur le unlock, un autre qui était accessible et qui justement en tant que fervente, utilisatrice des unlock, j'étais un petit peu déçue, mais pour jouer avec des plus jeunes, des grands enfants, on va dire, le unlock Star Wars, pareil, bon, au-delà de la franchise, permettait de découvrir les jeux unlock, mais avec des scénarios assez, faciles. Du coup, on y trouve du plaisir, et on peut jouer avec, nos enfants les plus grands ou avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Oui, je suis assez d'accord. Oui, le Star Wars en lui-même, pour ceux qui ont l'habitude du unlock, est assez simple, assez rapide, assez simple. Donc alors les histoires sont sympathiques puisque ça, voilà, c'est du Star Wars, mais voilà, elles sont assez basiques pour ceux qui ont vraiment l'habitude du unlock. Mais voilà, par contre, il propose encore quelques idées intéressantes qui pourront être prises sur d'autres unlocks. Voilà, il teste de nouvelles utilisations de l'application et de nouvelles utilisations de mécaniques différentes. Donc il y a ça de positif. Par contre, Non, mais c'est vrai, on apprécie toujours le matériel, et les mécaniques. Là, il y avait, bon, enfin, je pourrais pas dire sans spoiler, mais voilà, avec le téléphone, il y avait des choses très intéressantes. On se prend dans l'histoire hein, aussi. Ça, je trouve que c'était le côté immersif était agréable. Par contre, j'étais pas avertie en tant que personne qui aime les unlocks, et c'est vrai qu'on a trouvé que ça passait un petit peu trop vite. Mais par contre, je le conseille vraiment vivement pour des personnes qui voudraient commencer une boîte, qui ne connaissent pas Unlock, ou justement avec des enfants. quelqu'un a d'autres jeux dans cette catégorie à présenter? Eh bien, je vais parler de Marie Magique, qui est un petit jeu édité par Matago, écrit par Wolfgang Tischels. Marie Magique, c'est un jeu pour 3 ans et plus,
qui du coup rentre dans cette catégorie mini-cube, où l'idée, il y a Marie qui est magicienne, c'est dans son nom, Marie magique, et qui veut s'habiller absolument avec des vêtements magiques. Et donc du coup, les joueurs, ils vont avoir une petite figurine de Marie, et ils vont devoir taper sur les vêtements sur la table. Si les vêtements sont magiques, alors ils vont se coller directement à Marie. Et si les vêtements sont pas magiques, y a pas de magie, donc en fait, ils resteront par terre. Et le but, c'est d'avoir tout au long de la partie le plus de vêtements magiques à la fin de la partie. Sauf que du coup, c'est une sorte de memory inversée, puisqu'il y a plein de vêtements en pagaille sur la table. Des magiques, des pas magiques. Et du coup, il faut taper pour essayer de retrouver le plus de vêtements magiques, en se souvenant de quels vêtements ne sont pas magiques. Du coup, ça a l'air vraiment trop rigolo de prendre les jetons pour taper comme ça sur la table en mode ce vêtement il est magique et de voir si oui ou non ça colle quoi. En fait, c'est pas du tout de la magie, bah oui forcément, mais pour les enfants, il y a vraiment ce côté de oh ça colle donc c'est magique, c'est incroyable. Alors qu'en fait, ce sont juste des aimants en fait. Voilà, c'est. Mais bon, ça il faut pas le dire aux enfants. Il faut leur laisser croire à ce côté magique. C'est à partir de quel âge? À partir de 3 ans. D'accord. Mais Parce en que fait, il y a au niveau des jetons, en fait, c'est bien, il y a juste une figurine et des pions, il y a rien besoin de plus. je réalise juste maintenant que oui, j'avais déjà vu passer ce jeu. Quand tu as dit le nom ne m'avait pas du tout, interpellée, mais oui et je trouve qu'il ressemble un petit peu à Clac Clac et c'est D'accord. un jeu, mais qui est tout bête, pareil, avec des aimants Mmh. et qui fonctionne super bien et c'est une mécanique qui fonctionne, bien avec les enfants, mais étrangement assez bien avec les adultes aussi, qui prennent du plaisir justement avec ce côté je crois qu'on a tous une part d'enfant en nous, hein et c'est d'ailleurs on n'est pas pour joueur pour rien. Oui, non, comme, je rejoins ma peau, j'ai vu des vidéos dessus et c'est tout simple, mais ça fonctionne extrêmement bien et c'est plaisant et les vêtements magiques, voilà, on s'y Mmh. prend. Mais c'est ça, moi j'aime bien le côté de bouh, c'est de la magie, alors qu'en vrai c'est juste 2 aimants en fait. C'est mais du coup ça a un petit côté mystique pour les enfants, ça fait rêver, c'est vraiment bien pensé. Pour rester sur le principe des aimants, 2 jeux que je peux conseiller. Alors le premier, c'est pour les enfants principalement. Alors c'est un jeu coopératif, c'est à partir de 4 ans. Ça s'appelle Au bal masqué des coccinelles. C'est un jeu qui date de 2002, donc il est assez ancien. Mais le principe, c'est que des coccinelles doivent se rendre à un bal masqué et chaque coccinelle apporte sur elle une couleur unique et ça fait appel à la mémoire puisque la coccinelle, une première coccinelle sélectionnée par, le joueur, doit aller faire un petit bisou à une autre coccinelle et soit l'autre coccinelle accepte le petit bisou et à ce moment-là, elles échangent leurs couleurs et si elle refuse le bisou, elle va se retourner et donc la coccinelle qui était venue faire le petit bisou retourne à sa place et c'est la mécanique, en fait, des aimants qui s'attirent ou qui se repoussent qui m'a énormément plu, quand je fais jouer ce jeu-là avec des enfants. Les enfants, ils s'amusent justement à faire des bisous aux petites coccinelles et quand la coccinelle a eu toutes les couleurs de toutes les autres coccinelles, elle peut aller au bal masqué. Alors ça plaît énormément, donc ça dure une vingtaine de minutes, c'est jouable, alors c'est du coopératif, ça fait appel à la mémoire. Ça plaît énormément parce que les couleurs sont jolies, les coccinelles qui se voilà, les aimants qui jouent entre eux et qui font que les coccinelles se font des petits bisous, ça plaît énormément. Et un autre jeu qui plaît alors j'extrapole un petit peu aussi en catégorie, sur les autres catégories, mais qui plaît bien aux enfants, toujours à la base d'aimants. Ça s'appelle Clusters. Alors je pense que tout le monde autour de la table en a déjà entendu parler. C'est un jeu, c'est simple. C'est vous avez une cordelette que vous mettez au centre de la table et le but est de poser tous ces aimants. Il y a 24 aimants répartis entre tous les joueurs. Ça se joue jusqu'à 6 joueurs, si ma mémoire est bonne. Et chaque joueur à son tour doit poser un aimant. Et si jamais il pose l'aimant et que l'aimant n'attire pas les autres, c'est bon. Par contre, si l'aimant attire tous les autres aimants, il récupère tous les aimants qui se sont collés entre eux. Et quel que soit l'âge, quel que soit le lieu, quelles que soient les personnes, ça marche à chaque fois. Même quand on perd. Je l'ai testé il y a Ouais. il y a 3 semaines, je crois. Je suis très mauvaise à ce jeu, mais par contre, oui, il est super drôle. Et c'est typiquement le jeu, la première fois que j'y ai joué, je me suis dit: «Mais comment personne n'y avait pensé avant?» Ouais, c'est C'est vrai. exactement Ça ça, on me l'a présenté, j'étais en mode: «Bah, oui, en fait, c'est tellement simple, mais tellement simple et efficace que, il faut y penser». C'est d'ailleurs, ça, qui ne s'est pas amusé avec des aimants étant jeune? Ah c'est bah, ça.
Des gens qui ont raté leur enfance. Et Et ça, clairement. c'est typiquement le genre de jeu qui est très bien pour les gens qui disent moi, j'aime pas jouer. Voilà. Oui, tout à fait. Et 2 minutes après, ils se rendent pas compte, ils sont en train de jouer. Et pour revenir à la catégorie enfant, jeu que je conseille toujours dans que ce soit en bar à jeux ou en boutique, c'est aussi un vieux jeu, enfin un jeu ancien qui date de 2003, il me semble, donc il s'appelle Ballon. C'est un jeu à partir de 3 ans. Ça fait partie des premiers jeux qu'on peut offrir aux enfants quand ils commencent à vouloir jouer comme papa-maman. Le principe est tout simple, c'est que chaque joueur a des cartes avec des ballons de couleur devant lui. Et à son tour de jeu, il doit piocher une carte. Et sur les cartes, il y a un objet d'une couleur qui va faire éclater un des ballons. Le perdant est celui qui a ses 5 ballons qui sont tous éclatés en premier. Alors bien sûr, il y a des cartes qui permettent de regonfler les ballons. Il y a la maman qui vient regonfler le ballon voilà, pour pouvoir retrouver des cartes. Mais le principe de ce jeu est très simple. Mais surtout, il propose aux enfants d'apprendre la notion de perte qui est quelque chose à cet âge-là, qui est quelque chose qu'ils commencent à découvrir, à apprendre. Et donc la notion de perte, que ce soit de perdre quelque chose, de perdre en jeu, est une notion importante et qui est assez primordiale pour eux d'apprendre. Et dès cet âge-là, donc le jeu est très simple. Il est tout mignon en termes de dessin. Hein. C'est illustré par alors, c'est un jeu allemand, il me semble, c'est Olivier Freudenreich, si ma mémoire est bonne. Voilà, l'apprendre la notion de perte aux enfants au plus bas âge, et on veut en faire après des bons joueurs, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et le jeu est pas forcément cher, je crois on peut le retrouver encore dans les fameuses boîtes métal de l'époque. Il coûte une quinzaine d'euros, je crois, Ouais, une il a quinzaine d'euros. une dizaine d'euros. Voilà, J'ai trouvé une réédition de 2019 à 10 €. voilà. C'est un petit jeu aussi, c'est une petite valeur sûre qui marche bien avec les enfants. C'est chez ABBA, boîte métal. Et voilà, J'ai vu c'est un chez jeu. Gigamic. Ou chez Gigamic aussi. Alors il y a peut-être, voilà, mon édition doit être de chez Gigamic. Et je crois qu'ABBA avait peut-être repris. Mais c'est une petite valeur sûre pour justement pour commencer à initier les enfants aux jeux de société, leur expliquer certaines notions, certaines valeurs, entre guillemets. Mmh. Alors justement, tiens, sur la notion de perte, parce que, le fait de perdre un jeu, c'est pas forcément quelque chose de facile, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et c'est vrai que moi, j'ai pour les gens qui sont parfois un peu mauvais joueurs ou qui osent pas justement, voilà, par peur de se sentir nuls, souvent je les lance sur des coopératifs, personnellement. Et j'ai eu un coup de cœur vraiment cette année. Alors c'est pas une nouveauté, il date de 2014, mais c'est Playa Playa, qui est édité par, BioViva. C'est un jeu coopératif où en fait vous avez, plusieurs tuiles qui vont représenter, une plage avec l'eau, qui va monter. Sur les tuiles plus proches des joueurs, vous avez, des animaux et sur ces animaux, vous avez des petites tuiles, qui représentent des déchets. À côté de ça, vous avez un dé et des poubelles et en fait, vous allez lancer le dé. En fonction, si ça tombe sur une vague, hop, on retourne la tuile de mer, on la fait avancer, donc la mer va monter progressivement et vous avez également des faces de dés qui représentent des déchets ou des animaux. Si ce sont des déchets, il va falloir aller prendre le bon déchet et le mettre dans la bonne poubelle. Si ce sont des animaux, là, on va rentrer dans une phase un petit peu, memory et on va devoir aller retrouver où se trouvait la tortue de mer. Est-ce qu'elle était sous, je sais pas, sous la bouteille en plastique, par exemple? Donc en plus, bon, il y a une petite notion pédagogique, derrière quand même de gestion, tri des déchets, environnement, tout ça. Mais, au-delà de ça, c'est vraiment un jeu, sympathique avec de la mémoire, du joli matériel. Il est pas très cher, il est à moins de 20 €, je sais plus, 18 il me semble. Hem Mais voilà, il y a pas besoin de beaucoup de matériel et je l'ai vu jouer par des enfin, ce que je trouve bien, c'est qu'il est pour, 4 à 8 ans. Vraiment, chacun y trouve de plaisir et même les parents autour, à jouer avec leur enfant. Il fait, 20 minutes de jeu, un truc comme ça. 20 minutes, une demi heure. Voilà, c'était mon petit chouchou de ma petite découverte de l'année. Alors moi, du coup, je vais vous parler de 3 jeux. Alors j'attaque comme ça, direct. En fait, je suis en plein dedans. J'ai une petite fille de 4 ans.
elle découvre les jeux de société parce qu'elle nous voit beaucoup jouer avec sa maman. Et donc du coup, elle est très demandeuse. Bon, au départ, on jouait juste à lancer des dés, et puis au fur et à mesure, on essaye d'apporter des jeux un peu plus sympathiques, on va dire. Pour moi d'ailleurs, parce que je joue beaucoup avec elle, donc il faut que ça m'intéresse un peu quand même. Donc j'ai retenu Dragomino. On est dans les dominos, c'est un classique. Enfin, c'est King Domino pour les enfants. Et c'est assez génial parce que si on arrive à faire correspondre deux tuiles de la même terre, on va dire, l'enfant peut choisir un œuf et il retourne l'œuf, et si c'est un dragon, il va marquer un point. Ça paraît simple comme ça, mais on peut développer plein de petites choses, et c'est surtout que le matériel est topissime. Moi j'appelle ça choupi. Et ça marche très fort à partir de 4 ans et demi, 5 ans. Ensuite, comme je voulais avoir d'autres jeux et d'autres mécaniques, parce que c'était beaucoup le memory, et le memory, moi j'en ai marre de perdre, puisque avec un enfant, c'est impossible de gagner un jeu de memory. Et donc j'étais chercher un jeu chez ABBA qui est pas tout jeune, qui s'appelle La licorne dans les nuages. Alors je vais vous dire, c'est très girly, c'est parce que j'ai une petite fille, elle adore les licornes, et pour le coup, on avance sur une piste à la système des petits chevaux, et on récolte des diamants roses, et le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible, avec des petites mécaniques où on peut prendre des passages secrets pour aller plus vite. Et ça, elle joue tous les jours à ça, et on joue ensemble, c'est absolument génial. Je prends des roustes. Et je la laisse pas gagner parce que si je commence à la laisser gagner, qu'est-ce que ça va être dans plusieurs années? Je puisse jouer avec ma fille et puis partager surtout. Licorne dans les nuages, ça me fait rire parce que justement, je l'ai acheté, il est Ah, non, pardon, le Père Noël l'a commandé, pour pour les enfants d'amis. Alors moi, j'ai pas d'enfants à la maison, mais par contre, j'aime bien gâter les enfants des autres. Et et du coup, ouais, il est déjà en carton, prêt à mais partir. c'est le matériel est topissime. Alors l'avantage sur moi j'avais commencé à jouer avec elle à des jeux de dés, mais il y avait qu'un seul dé. Et là, il y a deux dés. Il y a un dé pour avancer et un dé pour savoir combien on va avoir de rubis. Et donc du coup, il faut qu'elle interprète les deux dés. Et ça, c'est au fur et à mesure, j'augmente la mécanique, et elle joue, mais tous les jours, elle prend le jeu, elle nous dit je veux jouer aux licornes, et moi c'est un plaisir dingue parce que depuis le temps que j'attends de pouvoir commencer à jouer un peu, euh, et là c'est vraiment extraordinaire. Franchement, je le conseille parce que c'est un jeu qui marche très très bien. Et je finirai par une petite ovni qui me semble arriver et qui est très très fort de chez Blue Orange, qui est les aventures dont vous êtes le héros pour les enfants. Et ça s'appelle Bubble Story. C'est un système avec des cartes où on va pouvoir voyager sur une carte. Il y a une bulle, et on va voyager dans la bulle. On va pointer la bulle et on va aller dans une autre carte, ainsi de suite. Donc il y a des trois aventures qui vont être de difficulté plus ou moins grande. C'est à partir de 3 ou 4 ans. C'est absolument magnifique. Ça vaut 10 €. Et ça, pour moi, c'est un petit ovni parce que on peut développer une histoire avec son enfant tout en ayant un aspect ludique. Et je trouve que c'est assez génial, et j'espère qu'ils feront plusieurs opus, puisque là, ce premier opus comporte 3 aventures, et ça a une belle promesse. En tout cas, moi, je l'ai acheté, et j'ai qu'une envie, c'est que ce Noël soit là pour que... Je voudrais te poser je voudrais revenir sur le jeu Bubble Stories. Oui. Parce que je viens de voir la description du jeu et je me pose la question, c'est marqué mon premier jeu narratif solo. Tu peux m'en dire plus sur ça? Ah Parce que oui, ça me alors, paraît ouais. Alors, comme c'est un système de bulles, il est très facile d'expliquer, de mettre les premières cartes devant l'enfant et lui dire de suivre les bulles. Et une des premières histoires, par exemple, ça va être de dire j'ai perdu mon doudou, il est où? Et il va y avoir une carte où il va y avoir, par exemple, le papa et la maman, il va y avoir une bulle sur la maman. Et donc tu vas aller de bulle en bulle comme ça avec les cartes. Et au bout d'un moment, tu n'es même plus obligé forcément de suivre avec l'enfant, qui lui va suivre les bulles et va se faire sa propre histoire et son propre imaginaire.
et bien qu'il y ait quand même une fin et un début, hein, c'est pas là le souci, mais ce qui est important, c'est de laisser divaguer. Enfin voilà, je trouve le concept assez original et je pense que c'est un petit ovni dans ludique, je pense. Et c'est surtout que c'est pour 10 euros. Enfin pour moi, c'est un petit cadeau, mais enfin voilà, je le conseille à plein de gens. Ok, merci. On passerait pas à la catégorie un cran au-dessus Tout Ah ça, bah tiens, Kamimaï, il est à cheval. C'est un jeu que j'ai testé là aux Utopiales. Il peut jouer avec des enfants, mais aussi entre adultes. Nous, on était que entre adultes. Et c'est un jeu de dextérité avec des cartes. Donc en coopératif. Alors il est de... Pardon, c'est un jeu de Grrr Games Ouais, Games, ouais. qui est à 12 euros. Il paye pas de mine comme ça et en fait c'est très très agréable. Donc c'est en coopératif, on a plusieurs... on peut pas vraiment parler de campagne, mais si on a plusieurs petits plateaux, on va essayer de remplir des challenges. Et en fait, on va à tour de rôle récupérer des cartes. Donc ils sont en équilibre. Vous imaginez qu'on prend le paquet de cartes, on le met au milieu, on le divise en deux, et il faut que les cartes tiennent en équilibre, un peu en pyramide. Je sais pas si vous l'avez, vous visualisez. Et de là, on va essayer d'aller retirer d'un côté ou de l'autre. Ça fait un peu penser au Mikado, d'une certaine façon, sans que ça tombe. On a le droit de prendre autant de cartes qu'on le souhaite, mais il ne faut pas que ça tombe. Voilà. Et à partir du moment où on a les cartes en face de nous, on commence à avoir des éléments et on va devoir faire des combinaisons pour fermer des portes qui correspondent à la petite feuille de campagne qu'on a face à nous. À la fin du tour, je ne sais plus combien de cartes on a le droit de conserver en main, et on passe au suivant. Il y a des cartes qui apportent des bonus aussi. Voilà, je rentrerai pas forcément dans le détail, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un jeu accessible, facile. On n'a pas envie de se prendre la tête, mais ça change un petit peu par le côté manipulation, dextérité. J'ai trouvé ça vraiment très agréable. Belle surprise. Moi, j'ai vu la proposition parce que j'étais intrigué. A priori, j'étais pas la cible de ce genre de jeu parce que je pensais qu'il y avait que de la manipulation, mais c'est ce qui m'intéressait pas forcément. Mais le jeu propose beaucoup plus que la manipulation parce que derrière, il y a quand même comment dire de la collection, du combo, plein de petites choses comme ça, et je m'y attendais pas en fait. Je trouve que ça part d'une idée toute bête en plus, hein. Du style je crois que ça vient construire du son Japon. château de cartes, tu vois, et puis Ouais, je crois que ça vient du Japon, il me semble. C'est un jeu japonais, il me semble à la base, mais l'idée est sympa, vraiment, vraiment. Et puis, je l'ai vu jouer, il y a une sacrée ambiance autour de la table. Au bout d'un moment. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un peu comme dans Cluster, et à la limite, je dirais comme Meeple Circus, en fait, des jeux qui partent de choses qu'on fait naturellement à manipuler des objets sans que ce soit un vrai jeu. C'est chacun dans son coin. Voilà, on va pousser des aimants l'un contre l'autre, on va faire tenir deux cartes ensemble et voir si ça tient. Et Meeple Circus, on va empiler des meeples. Eh ben, il y a des gens derrière qui pensent, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et merci à eux. Et pour enchaîner, pour suggérer un autre jeu justement qui utilise des mécaniques connues. Toi, tu parlais du Mikado un petit peu ou du château de cartes. Moi, je vais parler d'un jeu qui utilise la mécanique du puissance 4, c'est-à-dire aligner quatre cartes de sa couleur. Donc ça s'appelle Punto. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Ça tient dans une toute petite boîte métallique. Ça coûte même pas 10 euros. Je crois que c'est 6 ou 7 euros grand maximum. Et en fait, ça revisite le puissance 4 puisque le principe c'est de poser. Donc on a des cartes à son tour de jeu. Donc on va avoir 2 cartes en main. On va poser une de ces 2 cartes. Donc la manière de poser cette carte-là, c'est soit on la pose au centre de la table, soit on recouvre une carte qui a une valeur inférieure à la carte que l'on a en main, puisque chaque carte va de 1 à 9. On les a tous, elles sont toutes en double exemplaire. Et le principe, voilà, c'est soit je pose ma carte à côté d'une autre carte, soit je recouvre une carte, quelle que soit la carte qui est en dessous, du moment que la valeur est inférieure à la carte que je pose. Et le principe est d'aligner 4 cartes de la même couleur. C'est tout, ça se joue en plusieurs manches, puisqu'à la fin de chaque manche, le joueur qui a gagné perd sa carte la plus forte qui a servi à faire la série de 4. Le joueur qui remporte 2 manches gagne la partie. C'est très simple, c'est facile à expliquer, c'est facile à présenter
et ça tient dans la poche. C'est vraiment le jeu, voilà, qu'on peut glisser dans une poche, dans un petit sac à dos, dans une banane, dans un genre de choses, et qui se joue très facilement, qui prend très peu de place, puisque au maximum, le plateau de jeu va être un carré de 6 par 6. Et voilà, ça reprend la mécanique du puissance 4, donc une mécanique que quasiment tout le monde connaît. Aligner quatre cartes, et voilà. Et par contre, bah, ça peut se révéler assez fourbe, puisque les autres joueurs vont nous bloquer, vont tenter également eux d'en aligner 4. Donc voilà, c'est Punto, Un des jeux les plus portables que je connaisse. c'est ça, clairement, Tout à fait. Avec clairement, son petit frère qui s'appelle Gold. tout à fait. Ouais. Et dans la même série, il y en a d'autres qui vont arriver. Atalia, c'est Atalia qui est destiné. Annoncé. Ils vont faire d'autres jeux dans cette gamme-là. C'est vraiment des petits jeux en boîte en fer en plus. Et justement, alors moi je rebondis sur Dice, sur, Punto. Je trouve que dans ce côté vraiment accessible, facile à mettre en place et dans toutes les mains, il y a Quirkle, qui d'ailleurs est très bien aussi, pour, jouer avec des grands-parents. Donc pour réunir, toutes les générations, je trouve il est vraiment bien, il date. Et dans le même esprit, il y a Génial, qui est vraiment génial, comme son nom l'indique. Lui, il est un peu plus vieux, il date de 2009. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer un jour. Ouais, les deux sont excellents. Ouais. Ouais. C'est du jeu en bois, justement, ça reprend l'esthétique des jeux en bois, surtout Quirkle, qui fait que ça donne l'impression d'un jeu old school, mais avec des mécaniques plus modernes. Et ouais, c'est vraiment des valeurs sûres aussi. Ouais. Je suis Le d'accord. principe des dominos, hein, génial, Mm. franchement, je me suis dit en plus, l'ami qui me l'a présenté, donc c'était pas un jeu en bois, c'était un jeu en carton, mais vraiment abîmé. On voit le jeu qui a vieilli, qui est passé partout. Et wof, j'étais là: «Ouais, d'accord, bon». Et en fait, non, on prend vraiment plaisir à aligner, ces symboles. Et ce qui est intéressant, c'est que, finalement, on va pas marquer des points avec ce qu'on a réussi, la combinaison qu'on aura réussi à développer, mais par celle qu'on aura le moins développée. C'est-à-dire que c'est la couleur qui est retardataire, qui marquera des points. Donc il faut essayer de faire tout avancer pour que la dernière soit pas trop loin. Et chaque fois qu'on arrive à amener une couleur jusqu'au bout, en fait, on crie génial et ça nous donne un petit bonus. Ouais, il passe partout en version de Mm. voyage, tout. Et vraiment c'est un jeu que je trouve vraiment très très accessible pour notamment pour les personnes plus âgées qui ont pas forcément l'habitude de Mm. jouer, ou c'est des mécaniques qu'ils connaissent en fait. Et non, c'est une belle porte d'entrée. Ah bah du coup, si on parlait de domino, excusez-moi, je vais parler de l'île des chats, hein. On est dans des petites choses, très agréables. Il y a justement une version enfant, ou une version, on pourrait dire aussi, pour aborder les règles du jeu. Allégé la version. Voilà, une version allégée. On prend pas en compte les cartes de mission, tout ça. Et après, on vient augmenter. Et effectivement, ce soit avec des polyminos, le matériel est ultra joli, la thématique est super sympa. Donc voilà, avec des chats. En plus, je trouve qu'il y a un côté personnalisation. Chacun peut avoir son chat, le bateau. Euh, qui correspond. Il faut essayer de sauver tous les chats de l'île. Alors bon, moi je suis toujours partie du principe que on était un petit peu stupide, on pourrait s'allier pour essayer de sauver un maximum de chats, hein. Mais non, on essaye tous de faire bande à part et de ramener un maximum de chats sur nos bateaux à nous, avant que j'ai oublié le nom du terrible vilain qui veut détruire tous les chats de l'île. Non, c'est vraiment fluide, c'est agréable à jouer. Et c'est agréable le fait qu'il y ait deux niveaux, parce qu'on peut vraiment faire de la stratégie. Et c'est un jeu qui se joue très bien à deux également. Non, et puis le matériel est super beau, et puis c'est chouette, Ouais. et j'adore. Et le truc ultime quand même, c'est tu retournes le dessus de boîte et il y a marqué posez votre chat ici. Et ils ont même Oui, c'est vrai. Ils ont même prévu pour que ton chat vienne dans la boîte. D'ailleurs, il faut admettre que la boîte est d'une qualité incroyable. Moi, c'est vraiment un très très bon jeu qui effectivement a deux possibilités et avec deux règles, avec beaucoup de matériel. Moi, je suis à 3000%. C'est un excellent jeu. C'est un très très beau cadeau pour cette fin d'année. Alors moi, pour rester dans cette thématique de domino, puisque justement, voilà, c'est appliquer des anciens jeux, des anciennes mécaniques à des jeux plus modernes, moi j'aurais tendance aussi à conseiller, alors c'est un petit jeu coopératif qui marche bien avec les plus jeunes et avec
les gens qui commencent à rentrer dans l'univers du jeu. Ça s'appelle Bandido. Le principe, donc, c'est un petit jeu coopératif. On a des cartes en main, des cartes qui représentent des chemins, et le but, c'est un prisonnier qui tente de s'échapper, de s'évader d'une prison en creusant des tunnels. Et nous, nos cartes représentent les tunnels que creuse le prisonnier. Et le but étant de fermer tous ces tunnels. Donc voilà, c'est en posant une carte à la mode domino, c'est-à-dire que chaque carte posée doit correspondre aux cartes adjacentes auxquelles elles sont posées. Donc les chemins doivent coïncider. On ne doit pas avoir de chemin qui se ferme sur un mur. Et le but est d'enfermer le prisonnier, de l'empêcher de s'échapper, voilà, en fermant complètement le chemin. Et le prisonnier, lui, va s'échapper si on pose toutes les cartes sans avoir pu verrouiller tous les chemins. Ça dure, quand on y joue, ça dure un petit quart d'heure. C'est la gamme, je crois que c'est la gamme helvétique, qui est réputée pour avoir plein de petits jeux. Non, mais c'est vrai que c'est la gamme, c'est une gamme chez Helvetic qui regroupe plein de petits jeux comme ça, qui est excellente, hein, d'ailleurs, la gamme. Alors moi, je voulais juste parler il y a 2 jeux qui, à mon avis, prennent un peu de place, on va dire, en cette fin d'année. Il y a Living Forest, qui est fait par lui, et Seven Wonders Architect. Donc je vais d'abord parler de Seven Wonders Architect. Pour moi, j'étais un peu sceptique, j'avoue, sur la proposition. Je me suis laissé tenter et je l'ai joué beaucoup, à plusieurs, à 2. Ça permet d'amener beaucoup de gens aux jeux de société modernes, tout en proposant un matériel de qualité et une proposition ludique qui permet de passer du bon temps. Alors moi, je le vois un peu plus comme un party game parce que très très vite, il y a de l'ambiance autour de la table et on s'amuse, on rigole. Donc tout ce que doit faire apporter un jeu de société de cette ampleur, on va dire. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe et moi j'ai finalement adhéré à la proposition, même si j'étais un peu réfractaire à la base parce que je pensais que c'était pas un jeu qui était fait pour moi, mais finalement on s'amuse beaucoup et je pense qu'il a réussi son pari. Seven Wonders Architect sous le sapin, c'est une excellente idée. Déjà parce que c'est un excellent jeu familial, comme l'a dit Jedice. Et au-delà de tout ça, ok, il a l'étiquette de Seven Wonders, ce qui fait qu'il a gagné en visibilité, mais ça reste un excellent jeu. Il faut pas avoir peur que, oh là là, c'est du Seven Wonders, c'est de la stratégie. Non, c'est un jeu familial qui est fait pour initier les personnes non habituées à jouer et à introduire une volonté de jouer peut-être par la suite. Oui, ils partagent le même univers, mais c'est pas forcément la même mécanique de jeu. C'est un peu comme quand on joue à Abyss, ce n'est pas la même chose que de jouer à Abyss Conspiracy. Voilà, ça reste le même univers. Ouais, c'est ça, C'est ils un ont jeu à part l'univers en entière. commun, mais Architect est vraiment beaucoup plus léger. Il est qualifié de petit frère aux yeux des habitués, parce que c'est juste pas comparable. Et encore. Et encore, ouais, mais du coup, la proposition est là, quoi, on s'amuse. Oui, clairement, on s'amuse beaucoup et C'est là le propre d'un jeu. tout à fait. Non, mais moi, voilà, pour moi, ce jeu-là est clairement sous le sapin. Quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu, qui veut offrir un premier jeu de société Tout à fait. à quelqu'un, c'est le cadeau qui va. Il est très beau. Quand on ouvre, on trouve le matériel super chouette. Ça se joue très vite. Ça marche. Ah oui, ça marche, c'est clair, ça marche. C'est une réussite pour moi. Le jeu le jeu idéal pour commencer. Ah oui. Clairement, oui. C'est une excellente porte d'entrée. Et le deuxième jeu que je vous parlais tout à l'heure, c'était, j'ai commencé à parler, c'était Living Forest. Alors Living Forest, je le trouve très intéressant aussi parce que on est dans un jeu toujours pour quand on débute, mais qui offre une proposition un peu plus complexe, on va dire. Si on a commencé à appréhender quelques jeux de société, on peut passer sur un Living Forest qui va apporter plusieurs mécaniques, puisqu'il y a la mécanique du stop ou encore, il y a la mécanique de pose de tuiles, parce qu'on prend des armes, on peut les poser. Enfin, il y a tout un tas de mécaniques. Le matériel est très très beau, donc c'est aussi une belle proposition. Mais là, on est sur un jeu un petit peu plus, comment dire, en termes de complexité, on reste toujours sur un jeu familial, mais qui offre quand même des choses un petit peu plus complexes. Mais c'est un très bon jeu, très très joli jeu. Parce que moi j'aime bien aussi si dans une sélection de Noël qu'on propose des jeux qui sont aussi jolis
en termes de cadeaux, si tu veux. Oui, tout à fait. Justement, merci pour cette transition. J'ai envie de bon, on en a beaucoup entendu parler, donc elle est peut-être un peu facile et connue pour beaucoup de monde, mais Micro Macro, c'est vrai enfin, pour moi, c'est vraiment un incontournable de l'année. Là, il y a l'extension qui vient de sortir, je l'ai pas encore, mais enfin, pour moi, c'est un tableau, je l'ai affiché sur un mur. J'ai essayé de me freiner, sur les enquêtes. On a vraiment fait attention de pas aller trop vite dans les enquêtes, du Micro Macro classique. Surtout que nous, on trouvait ça beaucoup trop simple. Donc en fait, on lit pas les enquêtes, on lit juste la première carte. Et à partir de là, on essaye d'en faire le maximum. Juste à partir de la première carte, on se dit bon bah voilà, on doit avoir un coupable, un mobile. Qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois qu'on pense avoir tous les éléments clés, là on regarde les cartes indices une à une et on regarde si on avait tous les éléments. Si jamais une question apparaît et qu'on n'avait pas la réponse, à ce moment-là, on se remet, grâce à la question, à continuer l'histoire et ça nous permet de faire durer un petit peu plus le jeu. Mais vraiment, enfin, c'est une illustration entière. Le jeu est une illustration et c'est magnifique. Enfin, donc je l'ai affiché personnellement sur un mur et j'ose espérer, voilà, peut-être qu'à un moment donné, des invités disparaîtront et j'aimerais bien avoir le plaisir d'aller les chercher, de m'apercevoir qu'ils sont face au jeu en train de jouer sans. En sachant que pour découvrir et tester le jeu, il existe une mini enquête Ouais. Ouais. interactive sur le site de l'éditeur pour justement voir comment fonctionne le jeu. Et ça marche bien. Et sûr. Mapo, en parlant de jeux, de beaux jeux, tu m'as un peu parlé pendant tout le mois de Dive. Je pense que, bah, c'est le moment peut-être? Alors, Dive, c'est à la fois un jeu beau et très particulier. En fait, pour le concept du jeu, c'est quelque chose de jamais vu dans le sens où, pour faire simple, il y a des tuiles transparentes avec des petites, des beaux dessins dessus, etc. Et il faut essayer de repérer où sont cachés les requins par rapport aux couches en fait. Genre on voit les couches de cartes. Et l'idée, voilà, ça va être de déterminer où sont les requins. Petit présentoir pour pouvoir glisser les tuiles transparentes dedans. Chaque joueur a un petit paravent devant lui avec son plateau et doit tenter de déterminer du coup sur 5 couches si oui ou non il y a un requin, avec un petit jeton qui met soit face blanche pour dire il n'y a pas de requin, soit face bleue avec un requin dessiné pour dire oui il y a un requin sur cette couche. Et du coup, une fois que les joueurs ont tous choisi, chaque joueur enlève le paravent et on regarde couche par couche où sont les requins. Si jamais il y a effectivement un requin et que les joueurs se sont pas trompés, alors ils passent à l'étape suivante et on enlève une autre couche. Mais si jamais un joueur se trompe, c'est fini pour lui, il marquera plus du tout de points. Et c'est un point par couche où il y a un requin. Ou un requin ou non, selon si le joueur ne s'est pas trompé. Et l'univers du thème marin est vraiment, vraiment bien représenté. Et du coup, au final, la boîte du jeu, elle est. Enfin, moi, j'adore. Tout l'univers autour, c'est vraiment top. Le matériel est super beau et puis c'est, enfin moi j'y ai pas joué, je l'ai vu lorsque j'étais dans une ludothèque, du coin, je l'ai vu sorti et le matériel est magnifique. En tout cas, il donne envie. Enfin, voilà, on en est encore une fois, hein, sur les jeux beaux, c'est vrai que je crois qu'on peut rien y faire, hein, mais le matériel, c'est quand même ce qui va attirer l'œil, au départ et il est superbe. Quand j'ai acheté Dive, c'était en festival et j'avais aussi acheté Imagicien. Et Imagicien, la boîte est magnifique, mais pour une raison qui m'échappe, ils ont Blam, du coup, qui est l'éditeur de Imagicien, a décidé de sortir Connecto, qui d'ailleurs, du coup, est dans ma liste de conseils pour Noël. Mais en fait, ils ont décidé du coup de rééditer Imagicien pour en faire une boîte plus adaptée au tout public, je crois. Mais au final, je trouve que la boîte de Imagicien était beaucoup, 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 beaucoup plus jolie. Mais il n'empêche que le jeu reste excellent. Et du coup, le jeu, en fait, c'est tout simple. Vous avez un crayon, vous avez une espèce de grille de Candy Crush, et vous devez dessiner, par exemple, relier, je sais pas moi, l'œuf de dragon à à une algue, puis à une citrouille, et à la fin, ça fait un dessin, il faut être le premier à trouver le dessin. Au final, Imagicien, je trouvais la boîte magnifique. Connecto, la boîte est toujours très belle, mais un peu moins quand même. Mais le jeu reste excellent, donc n'hésitez pas à prendre Connecto. Mais en tout cas, c'est un très bon jeu. Je sais, je l'ai déjà dit, mais j'y suis.
Ce qui m'étonne, Mapo, c'est qu'il nous ait pas cité un Roll and Write. Ça va venir, ça va venir. On Tu n'y me est fais pas. patienter, j'ai pas entendu. Un papier crayon. Ah, Oui, il y a Mais un Roll and Write. allez, vas-y. on sait très bien lequel je vais parler par la suite quand on va monter de niveau. Mais pour le moment, je vais parler de Trek 12 Amazonie. Il faut savoir que je n'ai jamais joué à Trek 12 normal. Et de ce que j'ai lu, il est meilleur que son prédécesseur, il a été allégé, etc. Et Trek pour Noël, 12, il faut que tu essayes les 2, hein, voilà. On sait quoi t'offrir à Noël. du coup, je vais parler de Trek 12 Amazonie parce que c'est celui que j'ai joué, mais la mécanique de base, c'est la même. On lance des dés et on doit mettre des numéros dans des petites cases. Et le but, ça va être d'essayer de faire un petit chemin au fur et à mesure, parce que quand on a mis un numéro, on est obligé de noter les prochains numéros adjacents à nos numéros déjà notés. Et l'idée, voilà, ça va être de faire des chemins de chiffres, soit une suite de chiffres, soit de chiffres identiques. Forcément, avec les dés, ça reste un peu de l'aléatoire quand même. Mais, j'ai oublié la mécanique de base quand même. Il faut savoir compter. Il faut savoir compter, effectivement. Quand vous avez vos 2 dés, vous avez 4 possibilités. Soit prendre le dé le plus grand, par exemple si vous avez un 5 et un 6, bah, vous prenez le chiffre 6. Soit vous prenez le dé le plus petit, et dans ce cas-là, vous prenez un 5. Du coup, troisième possibilité, un plus, vous additionnez les deux, ça fait donc 11. Quatrième possibilité, faire la soustraction des deux. Il faut toujours que ce soit nul, soit un nombre entier, donc ici 6 moins 5, ça fait 1. Et la dernière solution, c'est de multiplier les deux, ça fait 30. 30, tu peux pas le mettre. Alors du coup, oui, effectivement, pourquoi le jeu s'appelle Trek 12? Parce que quand vous faites des multiplications, si elles sont supérieures à 12, eh bien, bah, vous ne pouvez pas les placer. Et donc du coup, vous devez noter dans Amazonie une petite araignée pour dire que vous êtes fait manger par une araignée et que du coup, bah, cette case, elle est morte. C'est pas de bol. Ah, du coup, ils l'ont thématisé parce que dans le Trek 12 classique, c'est juste tu mets un petit smiley qui fait la tête. Oui. Ah ouais, bah non, tu vois, Trek 12 Amazonie, c'est vraiment, tu mets ta petite araignée. Comme ça, c'est... Le Trek 12 normal, c'est l'Himalayan. Mais ce qu'il faut dire, la particularité de ce jeu, c'est qu'il est évolutif avec des enveloppes, il me semble. C'est vrai, Alors, mais vu que j'ai dans- toujours testé en barrageux, j'ai pas eu l'occasion de voir les enveloppes. Dans le Trek 12 c'est normal, il y a trop beaucoup bien, ça. d'enveloppes. Dans l'Amazonie, il y en a pas, il y en a beaucoup moins. Je crois qu'il n'y en a que 3. Moi, de ce que j'ai lu, Amazonie, ils ont épuré les règles et ils ont fait que ce soit beaucoup plus accessible. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu. J'ai trouvé le jeu extrêmement accessible. Et donc, bah, j'imagine que ce que les gens ont dit, c'est vrai. Oui, et puis ils ont rajouté des objectifs avec des animaux que tu peux collectionner, on va dire, entre guillemets. Il y avait pas ça dans Himalaya? Non, absolument pas. Ah. Donc du coup, ce petit ajout de mécanique, plus l'avoir un peu, comment dire, épuré, a fait il est encore meilleur. Voilà. Ah oui. Bah, moi, je tombe des nues parce que vraiment, pour moi, le sel de ce jeu, c'était les enveloppes. Bon, enfin, il y a d'autres choses, hein, le jeu en lui-même est bien, mais ce plaisir, en fait, alors, juste pour les enveloppes, il fallait réussir des petits défis. Sur chaque enveloppe, il y avait un symbole, celui qui arrive à, je sais pas, à faire une zone de 7 chiffres pareils, quitte des fois, enfin, moi, ça m'est arrivé de planter ma stratégie pour dire que je voulais ouvrir l'enveloppe. Mais voilà, une fois que l'un des joueurs a réussi dans sa fiche à faire, à la fin de son... Oui, parce que ça se joue en 3 manches, en tout cas le Trek 12 classique, enfin l'Himalaya. Et donc à la fin de cette première manche, s'il a réussi, il ouvre l'enveloppe. Et là, on a... alors je vais pas tout dire, alors, ne pas spoiler. On a des éléments de jeu qui viennent s'ajouter, mais on a également des petits pouvoirs qui peuvent être récupérés par le joueur qui l'a gagné. À ce moment-là, il met son nom sur la carte et pour dire la partie prochaine, je pourrai le réutiliser. Et cette carte lui appartient tant que personne ne vient réaliser le même défi. Dès que quelqu'un d'autre réussit ce défi, même si l'enveloppe avait déjà été ouverte, qu'on l'ouvre plus, hein, on va récupérer le pouvoir. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment le sel du jeu. Après, j'aime beaucoup les jeux évolutifs, les jeux qui vont pouvoir se renouveler et on a l'impression de pas forcément jouer au même jeu. Alors, là, quand même, il y a deux enveloppes plus une boîte scellée. Une petite boîte scellée. Enfin, une boîte, D'accord.
Voilà. Mmh. Ils ont mis moins de cette forme-là, mais ils ont accentué sur d'autres choses. Le solo est plus, enfin il y a plusieurs choses. Il y a le solo qui est mieux, et puis il y a aussi, je crois, une formule exploration, je crois, je- qui, qui fait que le jeu est d'excellente qualité. Ils ont réussi à faire mieux que l'Himalaya, qui n'était pas gagné. Moi, je dis bravo. En plus, c'est Ouais. euh, il y a un travail d'édition qui est exceptionnel de la part des Lumberjacks. Quand on a le produit en main, le jeu en main, on se dit waouh, c'est joli quand même. Au final, ils ont allégé les règles pour faire un jeu qui passe mieux auprès du public, malgré que du coup, ils ont enlevé un côté legacy que, bah, du coup, Marine aimait bien visiblement. C'est un peu la sensation que j'ai au final. Mais sans le problème du legacy où, tu peux, c'est pas vraiment un legacy parce que tu détruis pas de matériel, Oui. voilà, bon, c'est sûr qu'une fois que tu as ouvert l'enveloppe, tu l'as ouverte et tu as plus la surprise, mais, il y a vraiment ce côté, bah, de toute façon, j'aime tous les jeux qui vont soit rajouter des variantes, soit rajouter des scénarios, des campagnes, des modules à ouvrir, et là, eux, ils avaient ce côté, surprise. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans, la pochette, sans forcément que ce soit un gros jeu, parce que souvent on a ces modes, campagne ou legacy qui vont être sur des gros jeux. Là, on reste sur un jeu hyper accessible. On peut le jouer, alors je sais plus comment ils appellent ça, en mode ascension C'est ça. ou je sais plus l'autre terme. En gros, on peut faire soit on joue juste, ce qui pourrait correspondre à une manche, et du coup ça se joue extrêmement vite, soit on enchaîne, 3 parties à la suite et ça nous fait, l'ascension complète. Et là, maintenant que vous m'avez réveillée, je suis au taquet sur les jeux du même style. My City, qui a été un gros coup de cœur de cette année. Pareil, avec un principe évolutif, avec des enveloppes à ouvrir, un jeu hyper accessible. Enfin, du moins accessible au départ. J'ai fait quelques parties, je n'ai pas fini la campagne. Il peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Voilà, donc on peut le jouer encore une fois, soit on reste sur une partie, de base, voilà, sans forcément, rajouter de matériel. Mais ce que je trouve intéressant pour des gens aussi qui débutent dans ce type de jeu, c'est qu'on part avec très, très peu de règles et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les scénarios, alors généralement, une partie ça se joue, on peut arrêter en cours de partie, mais ça se joue en 3 actes. Quand on ouvre une enveloppe, on va avoir 3 scénarios qui se jouent à la suite, normalement, mais on peut très bien, choisir d'arrêter entre-temps, et chaque, scénario va nous ajouter une petite pièce de jeu, qu'on va se partager, entre nous, hein. Ça peut être le premier qui avait remporté cette, manche va, alors généralement, le premier, par exemple, peut avoir un malus. Va avoir un petit handicap, mais parce qu'en même temps, il a gagné plus de points, il va avoir un autre avantage. Ou inversement, il va avoir un avantage parce qu'il était premier. Enfin bon, on aura, différentes choses et surtout des règles en plus. Donc c'est quelque chose de très, très progressif dans l'apprentissage puisqu'on commence avec peu de règles, on en ajoute une autre, puis une autre, puis une autre, et là, du coup, on va vers un jeu qui, est vraiment en stratégie, mais sans se prendre la tête, sans avoir besoin d'avoir une grosse culture ludique, et personnellement, j'attends, qu'il y ait un autre jeu du même type sur le marché parce que je suis partagée. C'est un copain qui l'a acheté. On a commencé à y jouer ensemble et du coup, j'ai très envie de l'acheter, mais je me dis que c'est ridicule parce que mon ami l'a, mais en même temps, voilà. Donc j'attends qu'il y en ait un nouveau volet pour avoir le droit de me l'acheter. Dans ce genre de jeu que tu parles, du coup, il y a la rejouabilité tant qu'on est dans l'aspect legacy, et cetera. Là, moi, je vais sortir un peu de l'aspect legacy. Ça reste un jeu où il y a des évolutions au fur et à mesure de la partie. Je vais vous parler de Rush Out. Rush Out, c'est un jeu asymétrique que j'adore. Vraiment, je suis devenue fan de ce jeu. Donc du coup, bah, Rush Out, c'est un jeu asymétrique où il y a un joueur qui va être le sorcier qui va affronter tous les autres joueurs, qui va jouer en temps réel avec des lancers de dés. Donc du coup, voilà, les gens vont lancer les dés. Et le but, ça va être des 2 côtés, de compléter les cartes le plus vite possible, le paquet de cartes de chaque joueur le plus vite possible. Les paquets de cartes, c'est simple, ce sont des cartes avec, par exemple, des clés, des petits pas, et cetera, qui sont présents sur les dés. Et une fois que les joueurs ont mis tous les dés, sur la carte, et bien la carte est défaussée et on en rajoute une pour continuer à faire vider le paquet. Franchement,
ce jeu, c'est juste trop bien parce que c'est nerveux, on va vite, on veut vite enlever les cartes. Il y a le sorcier qui, du coup, a des pouvoirs, il peut enlever les dés à des joueurs, enfin, il peut faire plein de choses, il peut faire avancer un dragon qui met la pression et tout, enfin, c'est vraiment super bien qu'on soit du côté des guerriers, tous à affronter le sorcier, ou alors du côté sorcier à mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment quelque chose de satisfaisant, il y a de la pression et les parties sont courtes et c'est vraiment juste trop bien. Niveau famille, c'est topissime. Enfin, je vois tellement des enfants, genre, autour de la table lancer les dés frénétiquement. Comme j'expliquais, plus on avance dans la partie, plus on peut rajouter des cartes, en fait, parce qu'il faut imaginer qu'il y a tout un univers autour, c'est vraiment un donjon que, bah, les guerriers affrontent et donc du coup, bah, au final, plus les guerriers avancent dans le donjon et plus on rajoute des cartes, ils peuvent acheter des équipements grâce à des pièces qu'ils gagnent et cetera. Il y a vraiment une notion, bah, d'amélioration. Le sorcier devient de plus en plus fort, il a de plus en plus de pouvoir et cetera. Bref, gros coup de cœur. Et juste avant qu'on change de catégorie, qu'on monte en niveau, juste parce que ça me semble être un incontournable, Happy City. Je pensais vraiment que j'allais m'embêter, m'embêter dans ce jeu, enfin j'allais m'ennuyer et que voilà, ça allait être plat. Je sais pas comment il se tourne à 4. À 4, j'ai peur qu'on ait moins la possibilité de faire des petits coups et d'anticiper ce qu'on va faire. À 2, je l'ai bien aimé parce qu'on savait, voilà, on essaye d'anticiper de quelle carte je vais enlever pour embêter l'autre joueur, mais en même temps, je sais quelle carte pourrait rester dans ma main. Du coup, je peux vraiment essayer de... J'ai peur qu'à 4, il y a un joueur au milieu qui interfère et qui enlève cette possibilité d'anticiper. Mais à 2, ça tournait hyper vite. Enfin, j'ai Oui, vu oui. qu'il pouvait J'étais être plus long, mais nous, on y Alors, jouait il y a vraiment. 2 versions dans le jeu. Il y a une version un peu plus complexe, on va dire. Il faut jouer avec celle-là, hein, tout de suite. Hein. C'est les bâtiments. C'est ce qu'on a fait. En fait, il y a des bâtiments qui sont un peu plus complexes et il faut jouer avec ceux-là. Pour ceux qui sont un peu plus gamers, ça va donner un challenge un peu différent. À 2, ça fonctionne extrêmement bien. Et moi, j'ajouterais que pour un petit jeu, l'édition est vraiment très belle. C'est-à-dire Mm. que la boîte en elle-même, quand on l'ouvre et tout, c'est génial. Les cartes, les petites, toujours pareil, on est dans le kawaii, hein, ce que j'appelle le kawaii. Tout est bien vu, quoi. Vraiment, c'est un beau cadeau, effectivement, tu vois. C'est mais Cocktail Games, hein, ouais, c'est ce que j'allais dire, ils soignent Cocktail leur petite Games. boîte de jeux. Justement, ils ont vraiment une ligne dans le party game, hein, dans le jeu, non seulement le party game, mais extrêmement accessible, qui peut être sorti sur un coin de table, qui peut être Sushigo, transporté facilement. Top 10. Oui, voilà. Anabi, par Anabi, Top exemple. 10, enfin, on peut Oui, tous toutes les petites boîtes, en fait, c'est eux. ils sont dans leur veine et celle-là, elle est Mmh. particulièrement bien vue. Enfin, moi, ça marche bien. Hein. Moi, Bon, j'avoue que je suis pas forcément le premier public. Pour moi, c'est pas le jeu de l'année, même s'il y en a beaucoup que voilà, je peux aimer beaucoup de jeux. Mais j'ai été agréablement surprise. Il tourne bien, il tournait vite. On y prenait quand même plaisir parce qu'il y avait quand même un petit challenge. Effectivement, nous, on est parti directement sur les cartes un peu plus élevées, hein. Enfin, quand on dit plus élevé, voilà, on rentre pas non plus dans le gros jeu, hein. Si Non. quelqu'un aime la stratégie, il va pas, c'est pas, il va pas aller sur Happy City, hein. Mais non, vraiment, vraiment agréable. Donc, ben, maintenant que la Hôte du Père Noël déborde de jeux De familiales, sucreries. ouais, de sucreries aussi, on va passer au salé maintenant, c'est-à-dire aux jeux initiés. Et pour cela, je vais appeler Dice pour qui commence. Dice. Oui, alors oui, voilà, moi pour cette année, dans cette catégorie-là, je ne vais parler que d'un seul jeu qui est vraiment qui a été un coup de cœur quasi immédiat. C'est un jeu proposé par la boîte de jeux, dont j'aime beaucoup ce qu'il présente en tant que proposition. C'est Léo Fourneau. Léo Fourneau, c'est un jeu d'enchères et de production de ressources et de points de victoire. Donc le jeu en lui-même, déjà, est très joli au niveau design. Et explication de règles confondues, le jeu prend 45 minutes, montre en main. Les règles s'expliquent en 5 minutes, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux phases, une phase d'enchère et une phase de production. La phase d'enchère, c'est simple, chaque joueur a 4 pions numérotés de 1 à 4, et l'on va poser un pion sur une des cartes que l'on souhaite acquérir.
Ces cartes vont nous permettre, en deuxième phase, de générer de la production. Production de ressources et production de points de victoire. Le petit twist au niveau de la phase d'enchère, c'est que lorsque je pose mon pion, je ne peux pas poser mon pion sur une carte où il y a un pion déjà de la même couleur et un pion de la même valeur. À la fin de la phase d'enchère, le joueur qui a posé le pion le plus élevé remporte la carte et les autres joueurs remportent une compensation. Compensation qui vont être petite compensation en points de victoire ou compensation en ressources ou en transformation de ressources. Et c'est là où toute est la fourberie de ce jeu, c'est que la phase d'enchère, chaque joueur va décider ce qui l'intéresse le plus en posant un pion. Est-ce que c'est je souhaite récupérer la compensation et donc je vais poser un pion de faible valeur, mais si personne d'autre ne place un pion supérieur, eh bien je vais récupérer la carte qui ne m'avantage pas forcément. Ou est-ce que je vais tenter de mettre un pion un peu plus fort pour me dire tiens, cette carte-là m'intéresse, et un joueur pour me contrer va tenter de mettre un pion supérieur et donc remporter la carte et moi remporter la compensation. Donc voilà, toute la fourberie est là. Le jeu est ultra simple à expliquer. Je l'ai présenté à des joueurs et à des non-joueurs, enfin des non-habitués. La première partie est un peu rude quand on mélange joueurs et non-joueurs, mais au bout du premier tour, j'ai à chaque fois entendu ah oui, ok, je referai plus ça comme erreur. Ah ok, j'ai compris comment ça marche. Et dans 99,9% des cas, ça a été on en refait une derrière. Donc voilà, pour moi, c'est le jeu coup de cœur de l'année, c'est un des meilleurs jeux sortis. Sinon voilà, le jeu, pour moi, c'est un must-have. Je sais pas si vous avez pu le tester, si vous y avez joué. Pour moi, c'est un must-have de cette année. C'est donc les hauts fourneaux de la boîte de jeux. Alors moi, Donc voilà pour moi. dans les jeux initiés, alors peut-être qu'il y en a qui vont grincer un peu des dents, mais moi j'ai mis les ruines perdues de Narak. Alors pourquoi je dis grincer des dents? Parce qu'il y en a qui vont peut-être se dire que c'est un jeu plutôt typé expert. Pour moi, non. C'est un jeu pour initiés. Alors je l'adore. Hein. Moi, j'y joue beaucoup. Euh, la particularité de ce jeu, c'est qu'il se joue extrêmement bien à 2, à 3, à 4. Le matos est vraiment génial. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça mélange pas mal de petites mécaniques qui sont le deck building, mais bon, faut le dire vite parce qu'on fait pas tourner son deck. Mais c'est de l'achat de cartes. On a une piste sur laquelle il faut monter et ça, certains joueurs sont embêtés parce qu'ils disent que c'est une obligation. Mais oui, c'est une obligation parce que elle rapporte beaucoup de points. Et il y a aussi de la pose d'ouvrier avec deux petits meeples qu'on va poser à gauche et à droite. C'est un jeu qui combotte beaucoup. Pour gagner, il faut comboter. Et au départ, on se dit ça va vite, on va faire 3, ça va s'arrêter. Bah pas du tout, parce que à force de dire de faire des combos et des combos et des combos, on multiplie les actions. Et donc il y a plein de petites choses à mettre en place pour aller le plus loin possible. Plus on y joue, plus on découvre des choses. Pour moi, c'était vraiment. Moi, j'y joue tous les week-ends. C'est un gros coup de cœur. Très beau matériel. Voilà quoi, faut y jouer. Je vous le conseille. Je sais pas si vous y avez joué vous. J'ai fait quelques parties après c'est toujours pareil, c'était pour le découvrir, c'est sur BGA, mais ouais, il est très bien avec toutes ces mécaniques différentes, comme tu dis, deck building, pose d'ouvrier, même construction de moteur, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Bah, tu peux aussi arriver. En fait, il y a Ouais. plusieurs possibilités. L'achat des cartes te permet de faire des petits moteurs. Après, c'est toutes ces petites mécaniques imbriquées qui sont bien sympathiques. Ouais, elles sont très bien imbriquées en plus, hein. Oui, oui. Et puis thématiquement, je trouve que on est dedans. Hein. Moi, j'ai d'aventure à Indiana Jones. Après, c'est qu'il y a de bien. À deux, en 1 heure, on fait une partie, quoi. Et quand on connaît le jeu, en 1 heure, c'est fait. Et on a plus beaucoup de plaisir. Enfin, moi, je le conseille. C'est pareil, c'est un beau cadeau à mettre sous le sapin pour des joueurs initiés, bien sûr. Sachant qu'une extension arrive l'année prochaine. Alors, l'extension arrive l'année prochaine. Elle va apporter plein de petites choses, surtout de la symétrie. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui vont avoir des pouvoirs différents. Donc effectivement, moi je l'attends. Il y a très peu de jeux où j'ai pris des extensions et celle-là, je vais la prendre. Je l'ai aussi testé là il y a quelques semaines dans mon association. Un des joueurs l'avait ramené.
Ouais, enfin, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est, il mixe plusieurs types de jeux que j'aime. J'ai eu j'aime beaucoup, Eldorado qui, lui justement, tout à l'heure on était dans les jeux familiaux, c'est une course avec du deck building, mais on est vraiment dans la course et je trouve ça très agréable et là je retrouve un peu ce principe de course, mais en même temps, je sais pas, à cheval avec un Clank par exemple. Hem, c'est du deck building mais qui s'appuie sur un plateau de jeu. Donc déjà pour ceux qui sont peut-être pas à l'aise avec le deck building, qui va rester très abstrait, on distribue juste des cartes. Le fait de pouvoir visualiser notre avancement sur un plateau, je pense que ça peut aussi aider certaines personnes. On a des pistes pour scorer, pour avancer. Enfin, plein de façons de pouvoir faire des points. Je trouve qu'on prend pas forcément du retard. Non, des combinaisons. Enfin, c'est vraiment un jeu à cheval avec plusieurs qui croise plusieurs autres types de jeux. Donc ça, c'est Et très agréable. et pour avoir fait plusieurs parties du jeu, je trouve que c'est un jeu qui se découvre au fur et à mesure des parties. Ah ouais. La 1re partie peut être assez frustrante parce qu'on se dit, tout le matériel sortir, un livret de règles, bien écrit, mais voilà avec, plusieurs pages, plein de matériel, donc ça prend de la place sur la table et la fin de la 1re partie finalement arrive assez rapidement. On dit: «Ah, tout ça pour ça?» Et quand on y rejoue, donc faut pas rester sur la potentielle frustration de la 1re partie, mais la 2e partie, on se dit: «Ah tiens, j'avais fait ça sur la première, je vais tenter de développer autre chose» et on se rend compte en fait qu'il y a énormément d'actions possibles dès la première manche, dès la première phase et c'est pas juste poser ces 2 ouvriers et point, j'ai fini mes actions. Il y a vraiment, plein de moteurs à mettre en place, plein de mécaniques à mettre en place et ça se découvre au fur et à mesure, voilà, le jeu se dévoile au fur et à mesure et c'est ça qui est très appréciable, quoi. Et oui, la partie, fouille du temple, est obligatoire, mais on n'est pas obligé d'arriver tout en haut pour être sûr de gagner. Voilà, moi ça m'est arrivé de débloquer juste 2-3 capacités et d'axer sur, la chasse aux ennemis et cetera. Donc voilà, il y a plusieurs manières de marquer des points et le jeu mérite qu'on s'y attarde et de pas rester sur, la première partie de découverte, retenter justement, voilà, de développer d'autres stratégies parce que voilà, ça se mérite. Clairement, et c'est ce que j'expliquais au tout début, la première fois qu'on joue, on fait 2 actions, on s'arrête. Et on se dit: «Ah bah déjà, ça va aller, au fur et à mesure des parties, moi un premier tour, je suis capable de faire 5, 6, 7 actions». Parce qu'on va déclencher des choses qui vont nous redonner comment dire? Des actions. Soit des boussoles, soit de l'or, et ça va nous permettre d'acheter des cartes ou d'acheter un artefact. L'artefact va nous permettre de récupérer certaines choses. Et c'est pour ça que je dis que c'est un jeu à combo. Et aussi, quand on a un peu plus l'habitude d'y jouer, on fait aussi on prépare ses coups à l'avance. Je veux dire, on fait de la planif. On se dit, tiens, on va faire ça, je vais récupérer ça, qui va me permettre de récupérer ça, ou je vais faire ça. Et des fois, moi, j'ai perdu parce que je me suis gouré sur le jeu est très équilibré, je trouve. Et moi, j'ai perdu parce que j'ai merdé, pardon. J'ai raté une de mes planifs. Et du coup, je me retrouve à la fin avec, au lieu d'avoir 2 ors, je peux pas acheter la carte que j'avais décidé d'acheter et je perds la partie d'1 point. Voilà, par exemple. C'était un jeu très équilibré et très beau aussi. C'est ce qui, par contre, alors là, ce que disait Dice, je rejoins à 3000%. Du coup, non, voilà, c'est une belle proposition. De toute manière, c'est un jeu, je pense il a eu son succès et il va continuer à l'avoir. Yellow nous a proposé quelque chose de vraiment sympa. J'en mettrai un deuxième de jeu qui, pour moi, je sais qu'il y en a qui vont peut-être pareil, hein, c'est Dune Imperium. Je le classe pas dans un jeu expert, mais dans un jeu pour une personne initiée. Excellent jeu aussi, qui mélange plusieurs mécaniques. Très tendu. C'est un jeu assez tendu qui peut être un peu vilain aussi, mais qui offre un plaisir ludique énorme. Alors pareil, on peut décrier le matériel parce que le plateau de jeu a fait parler un peu de lui parce qu'on dit oui, ben c'est moins joli. Alors moi, je le trouve hyper lisible le plateau de jeu. Ouais, clairement, moi aussi, ouais. je sais pas ce que tu en penses, Dice. Le plateau, il est très bien.
Ouais, mais enfin bon, moi je suis un gros fan de Dune à la base, donc j'avais voilà, Dune Imperium pour moi fait partie des très très bons jeux sortis cette Ah année. oui, Et bien sûr. les gens, ils ont reproché quoi au plateau exactement? Parce que ça représentait pas la planète Dune et que c'était un peu froid et un peu trop carré, alors que moi je trouve que Mm. après comme tous les jeux experts, il y a beaucoup de jeux experts où c'est la mécanique qui prime par rapport au thème. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui collaient vachement au thème de Dune. Et puis le jeu a une proposition mais géniale quoi. Il est très tendu, il est très Attendu, ouais. On peut se retrouver avec 5 points d'écart et finalement terminer la partie ou enfin être vainqueur, etc. Et non, non, très le jeu, voilà, au dernier très tour, tu peux te faire retourner. ouais. Voilà. Et c'est vrai que alors pour parler de la thématique, c'est vrai qu'il y a Dune qui est la thématique Dune qui est appliquée au jeu. Mais je reprends ce qu'avait dit Guillaume Shifumi de Trick Track. Il fait en fait beaucoup lui avaient reproché que ce soit une thématique plaquée, que l'on pourrait mettre n'importe quelle autre thématique et que le jeu fonctionnerait de la même manière. Oh, je suis pas Mais sûr. pour reprendre ce qu'il a dit, c'est bah, c'est signe techniquement d'un bon jeu. Puisque, OK, il y a le thème Dune parce que c'est voilà, un des films de l'année, c'est parce que c'est l'année Dune, on va dire. Mais en retirant la thématique et en prenant juste la mécanique, le jeu fonctionne. Donc c'est signe que le jeu est bon. Puisque voilà, après, il y a juste l'entourage, l'enrobage qui fait que, mais sans ça, le jeu fonctionne sans problème. Et pour rejoindre ce que tu mets en parallèle avec Narak, c'est vrai que je trouve aussi que les 2 jeux se rapprochent l'un de l'autre, puisque techniquement, c'est de la pose d'ouvrier avec une mécanique de deck building et de course. Et voilà, il y a beaucoup avaient mis en parallèle l'un et l'autre, et donc il y a le camp qui préfère Narak, d'autres qui préfèrent Dune. Je trouve que les 2 peuvent être joués, l'un comme l'autre et il y aura pas de Ah voilà, oui, on peut peut avoir jouer les deux. l'un tout en ayant l'autre ou ce genre de choses. Alors je trouve Dune un chouïa plus expert, si je devais dire quelque chose. Et il est aussi beaucoup plus tendu. Parce que Oui, ouais, ouais. il y a quand même des zones de conflit, il y a quand même des endroits où on va un peu se mettre dessus, où il y a des emplacements qui sont uniques, on va essayer de les choper en premier. Enfin, il y a beaucoup plus d'interactions que dans C'est ce que Narak. j'allais dire, ouais. Narak, tu peux faire un peu tu fais ton plan à gauche et à droite, voilà. Euh, à la limite, la seule interaction d'un Narak, c'est qu'on va piquer une carte que tu voulais, voilà, ou un emplacement que tu voulais, mais bon, encore tu vas pouvoir t'en sortir. Là, il y a des trucs qui sont très tangents, c'est très taquin, et moi ça me plaît, hein, moi j'adore, hein, c'est vraiment. Et et pour revenir sur l'aspect, graphique du jeu, moi je trouve qu'ils ont eu la très bonne idée de prendre les visuels du film qui est sorti cette année en 2021, mais en les dessinant et ne pas prendre des photos. Ah oui, oui, ah Et oui, je trouve que c'est une très bonne idée et ça rend le jeu plus attrayant, plus immersif que si ça avait été des photos tirées du film. Là, voilà, c'est vraiment donc on reconnaît les acteurs, on reconnaît l'enrobage du film, mais c'est dessiné et je trouve que ça ajoute un charme au jeu. Voilà, bon ça, c'est mon avis personnel, mhm. mais voilà, c'est vrai que j'ai du mal avec les jeux avec photos tirées de la série, tirées du film, tirées de voilà, du dessin animé. Ça, voilà. Et là, je trouve que la bonne idée vient de là aussi. La bonne chose vient de là. C'est un jeu qui s'explique facilement aussi. Oui. Quand je dis qu'il s'explique facilement, pour quelqu'un qui a l'habitude un peu des jeux comment un peu plus costauds, il se met devant, il va très très vite comprendre les choses et il va s'amuser très vite. Par contre, c'est vrai, moi là, je fais plusieurs parties, mais il y a une ou deux parties où on finit. Moi j'étais à la traîne, j'étais à 5 points, ils étaient tous à 8. On finit à 10, 9, 8. Ça tout se retourne à la dernière minute. Les cartes intrigue, intrigue ou complot, je sais plus le nom, Intrigue. intrigue sont quasiment un élément essentiel du jeu pour moi. Mais Ça, tu peux gagner 100. on peut gagner 100, mais ça te ramène à un truc tellement bon, c'est-à-dire le chaos, de temps en temps que c'est jamais gagné. C'est tendu, c'est génial. J'ai adoré les parties que j'ai fait. Voilà, c'est un jeu que je conseille beaucoup aussi. Il y a quelqu'un qui l'a testé en solo? Ça vaut quoi? Oui, Je l'ai pas testé en solo. oui, je l'ai testé en fait, j'ai pu le tester dans toutes les configurations. Donc de solo jusqu'à j'ai un trou de mémoire si c'est 4 joueurs ou 5 joueurs. C'est 4 joueurs, 4 joueurs. Et ça tourne très bien, quelle que soit la configuration. En solo, il y a un automat et il y a une application possible.
L'application est également utilisable. Alors ça n'est pas une obligation, mais il y a également un petit supplément, on va dire, que propose l'application qui fait que il y a des petites missions supplémentaires à accomplir pendant le jeu, donc qui rend l'interaction encore plus importante, encore plus présente, et que je trouve est très très bon. Donc c'est à utiliser quand on a l'habitude du jeu. Mais voilà, l'application propose Elle est en des français petites ou missions. pas? Oui, L'application. c'est en français. Ouais, ouais, D'accord, ok. il me semble que c'est en français. Faut aller sur le site donc c'est le site de Direwolf, Direwolf Game. Et elle a été, voilà, l'application de base a été traduite et les petits suppléments qui, voilà, ça va être des missions genre, si vous êtes le premier à venir à utiliser telle action, vous allez gagner d'argent, ou vous allez gagner une troupe ou ce genre de choses. Voilà, c'est des petits trucs tout bêtes, mais qui rajoutent un petit plus et qui permet encore de rentrer dans l'univers de Dune. Bon, bien sûr, hein, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, lisez le livre. Enfin, lisez la saga. Et ce qui est drôle, c'est que je trouve qu'en lisant la saga, avec ce jeu-là, on a vraiment l'impression de revivre et de reconstituer l'œuvre de Herbert. Hein. Donc, et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu, hein, moi, Dune. À savoir que c'est à la base l'auteur de Clank aussi. Oui. Pour moi, c'est un must-have de cette année. Je lis aussi. Enfin, pour ceux qui aiment cette catégorie de jeu, c'est vraiment le jeu à avoir cette année aussi. Il va gagner plein de choses, à mon avis. Et l'extension sort bientôt. D'ailleurs. Ouais, l'extension est déjà sortie en version originale et sort l'année prochaine en Pareil. version française. Et ça fait partie des jeux où je vais me jeter sur l'extension. En sachant que ce jeu-là vient de gagner le Trick Track d'or. Oui, bah, Oui, c'était c'est vrai. Voilà. sûr. Enfin, voilà. Et Narak a gagné le Trick Track d'argent. Et du coup, Justement, en parlant des must-have, moi, enfin, bon, j'ai eu plusieurs coups de cœur, mais vraiment le coup de cœur des coups de cœur de l'année. Bon, c'était l'année 2020, mais il y a l'extension là qui vient de paraître, qui va apparaître, pardon. C'est The Loop. En plus, c'est vraiment un jeu où je l'avais vu, mais j'étais passée à côté. J'avais bon, ok, il existe, c'est bien. J'avais pas du tout été attirée par son design. Et un copain me l'a fait tester et là vraiment j'adore. Maintenant en plus c'est devenu le jeu qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire on joue à quoi? Oh je sais pas. On joue à The Loop? Ok. C'est vraiment celui qui est hyper simple à sortir dans mon groupe d'amis parce que tout le monde l'aime. On sait qu'on va passer un bon moment. C'est un jeu et Maxime Rambourg et Simon Caruso, du coup qui vu que le jeu est édité chez Catch Up Games. Mais en plus, la DA, moi, je la trouve incroyable. Elle est Ouais, j'aime clivante, vraiment beaucoup. Ouais. Ouais. elle est clivante, mais moi, ça me rappelle trop les nanars des années 70, 80, enfin, la télé. Et franchement, enfin, voilà, je kiffe ce jeu. Moi, quand il y a les gens, voilà, ont un peu peur, savent pas. J'ai des amis, enfin même des gens que j'initie des fois qui osent pas parce qu'ils ont peur de mal faire ou de pas comprendre. Alors je sais pas si vous avez ce type de joueurs qui ont peur d'être bêtes. Voilà. Et ben souvent je les lance sur des coopératifs parce qu'ils vont être portés par le groupe. Alors attention, coopératif, faut toujours aussi si on se retrouve avec quelqu'un qui veut jouer à du coopératif, mais où c'est bien, on joue tous ensemble, vous faites ce que je dis, c'est pas du coopératif, je le rappelle à tout un chacun. Mais justement, voilà, quand on fait bien attention à ses collègues, on peut aider ceux qui n'ont pas confiance en eux, justement, qui vont se mettre à comprendre les mécaniques de jeu, à prendre part aux décisions, mais si jamais ils comprennent pas, enfin, généralement, par exemple, moi, je vais commencer le tour. Je dis, bah voilà, attends, je vais commencer le tour, je te montre comment ça se passe. Il y a l'autre joueur et tu joues en dernier, comme ça tu as le temps de voir un petit peu comment se déroule le tour. Et finalement, à la fin du premier tour de tout le monde, c'est bon, le jeu est pris en main. Et c'est vraiment agréable. Celui-là, il a un parti pris. Moi, j'aime vraiment le côté thème qui sort de l'ordinaire. Par exemple, j'adore tout ce qui est médiéval fantastique, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. J'ai beau adorer ça, bon, on est toujours sur la même chose. Là, on est dans le voyage dans le temps avec un parti pris artistique qui fonctionne hyper bien. Donc moi, j'ai accroché pas du tout. Et une fois que j'ai joué et que la mécanique a été enregistrée, je trouve que ça colle tellement bien au thème
qu'en fait, j'en ai oublié que je ne l'aimais pas et maintenant j'aime le design et il fait partie du jeu à part entière et je pourrais pas imaginer The Loop sans ce design-là. Et comme je disais, c'est un jeu, il y a un vrai challenge dans le jeu, quand même. Alors, à 2, il est dur. Enfin, faut pas te gourer, mais c'est un vrai challenge. Le truc intéressant, et c'est ce que disait Marie, c'est que en coopération, c'est pas le jeu où tu vas jouer puis tout le monde va gagner la première et c'est bonnard, quoi. Là, il y a un vrai challenge. Il faut être tous ensemble, faut bien connaître ses personnages, faut discuter. Et c'est vrai que c'est une super proposition de jeu coopératif, mais pour initier, ça très clairement. Enfin, pour moi. Mais je trouve que c'est vraiment un jeu où on va pas forcément prendre la décision. Enfin, après, ça dépend la façon de jouer de chacun. Peut-être que ça dépend de mes joueurs aussi, mais j'ai l'impression que vraiment chacun a la possibilité de choisir ce qu'il va faire. On va discuter. Évidemment, Oui. dire bah voilà, ce serait peut-être bien que tu fasses ça. Enfin, il y a une vraie discussion, en tout cas dans mes parties de jeu, qui se met autour de la table, mais chacun reste maître de son jeu. On n'est pas en train de faire du coopératif où il faut je sais pas, comme Time Stories où c'est un peu tout le groupe qui doit suivre. Là, t'es quand même maître de ton jeu. Oui, mais après tu peux discuter en disant ah oui, t'as ça, peut-être que ça serait mieux qu'on fasse comme ça et tout. Non, mais il y a une vraie proposition dans le jeu et moi je suis d'accord avec toi. On incarne vraiment son personnage. C'est voilà, moi au prochain tour, attention, je pourrais aller faire ça. Voilà, c'est Donc ça. Et le parti pris graphique, moi j'adore. bah voilà, il sort de l'ordinaire et moi j'aime bien ne pas avoir dans la ludothèque des jeux qui se ressemblent trop aussi. Alors pareil, il faut l'origamiser un peu. Un autre point où vous aurez compris tout à l'heure que je suis une grande excitée des jeux qui ont des variantes, des modes, des challenges, des choses pour évoluer. Et justement, The Loop a ça, puisqu'on a plusieurs scénarios, chacun avec des niveaux de jeu. Se dire ah ben tiens, j'ai pris ce niveau, on va peut-être descendre d'un cran, ou au contraire c'est bon, celui-là on a réussi, on va pouvoir monter. Et au-delà de ça, donc c'est toute cette équipe-là d'auteurs, ils aiment bien quand même avoir des choses totalement décalées. Et donc au-delà des noms, alors on s'amuse beaucoup à lire les noms sur les cartes, les descriptifs des personnages, la règle de jeu, voilà la présentation du jeu, la présentation des personnages. Je vous invite fortement à aller les lire parce qu'elles ont été travaillées, les cartes de chacun. C'est vraiment très très drôle. Et ils ont fait des petits challenges de motifs de licenciement et motifs de recrutement, je crois, qu'on peut cocher au fur et à mesure. Alors nous, on a fait une photocopie et chacun a son symbole. Et tout à l'heure, je le comparais à Time Stories parce que dans Time Stories, on incarne une agence qui voyage dans le temps, justement. Sauf que là, ce qui est assez drôle, c'est qu'on joue des anti-héros. C'est le même principe. On est une agence qui voyage dans le temps. Essayons de réparer des failles. Sauf que là, clairement, on est vraiment des anti-héros et c'est super drôle. Et j'ai hâte de découvrir l'extension. Alors là, je crois qu'il me reste quelques levels à faire, donc je vais encore attendre un petit peu. Et puis je me suis déjà fait gronder plusieurs fois parce que je m'achetais des choses avant Noël et je me faisais gronder. Et la règle de base, c'est de ne jamais s'acheter des choses avant Noël. Bon, du coup, je vais attendre. Mais l'extension sort demain. Ah, ça. Eh oui, c'est demain. Le 10 décembre. La revanche de Fudziya. Et on pourra notamment incarner, je crois que c'est le fils du Docteur Fu, il me semble. Oui, c'est ça, Fu Kleinschlag. Ouais. Je crois que c'est le fils. Et les légendaires jumeaux d'Erek, qui d'ailleurs, les jumeaux d'Erek étaient accessibles en print and play, oui. Et pour la petite anecdote, pour symboliser les jumeaux sur la table, personnellement, je prenais les petits nains de Andorre. Vu qu'ils sont de la même couleur, ils sont jaunes, je m'en servais en guise de pion pour jouer les jumeaux d'Erek, qui sont très forts. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces personnages. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour, hein. Finalement, on en a pour Noël, les anniversaires, Pâques. Il y a plus de place sous le sapin, là. Allez. Vous saurez quoi mettre sur le sapin pour ce Noël, en tout cas. Si vous mettez pas sous le sapin des autres, vous pourrez toujours mettre sous votre sapin. Eh oui, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine.